Hello mes lapins, j'espère que la vidéo sur l'exposition Whistler l'effet papillon vous aura plu et vous aura donné envie de venir voir ce petit complément. Alors aujourd'hui, on regarde de plus près deux œuvres de Whistler et le travail des artistes qui s'en sont inspirés parce que c'était vraiment quelque chose qui était très plaisant dans l'exposition au Musée des Beaux-Arts de Rouen, justement cette idée de mettre en relation directe Whistler et ses disciples, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors on commence avec sa symphonie en blanc numéro 1, qui est une huile sur toile et qui est surtout le portrait d'une jeune femme rousse vêtue d'une robe blanche qui se tient debout sur une peau de loup avec un lys à la main devant un rideau blanc. Donc cette toile elle a été réalisée en 1862 et le format il n'est pas petit puisqu'il s'agit d'une toile de 213 cm sur 107 cm, oui c'est ça. Donc en 1863, cette toile elle a été refusée par le Salon académique à Paris, elle a été refusée aussi par la Royal Academy de Londres, et Whistler du coup se retrouve à la proposer donc au Salon des refusés, ce salon où des peintres ont décidé d'exposer des œuvres qui leur sont refusées par les académies et les gens bien pensants et figés. Et du coup, il l'expose au Salon des Refusés et il se fait remarquer en fait cette année-là, qui est également l'année où se fera remarquer Édouard Manet avec son sulfureux déjeuner sur l'herbe. Donc voilà, ça fait partie ce sont vraiment deux des œuvres qui ont été les plus remarquées au Salon des Refusés de donc 1863. Alors, la force de cette toile en fait, Symphonie en blanc numéro 1, qui est vraiment un très fort marqueur du style de Whistler dans ses portraits, portraits d'ailleurs qu'il appelle des arrangements de couleurs et pas des portraits, et bien du coup cette force elle tient justement à la gamme chromatique avec laquelle joue le peintre. Et ça on en a parlé dans ma première vidéo, Whistler c'est un artiste de la couleur en fait, du jeu du camailleux. Donc les tonalités ici, on le voit, elles sont utilisées, elles sont articulées très clairement autour d'une variation symphonique de blanc. Et ce tableau, en fait, annonce d'ailleurs la suite de ces expérimentations à ce sujet. Vous aurez notamment une toile très importante qui s'appelle le fameux... cette toile, c'est le célèbre Nocturne en noir et or. Mais on retourne du coup à notre symphonie. Eh bien, Whistler ici, il déploie vraiment son savoir-faire en matière de maîtrise de l'art de l'agencement du camailleux et une maîtrise absolument folle des gammes de blanc. Et pour autant, il n'y a aucune fadeur qui ressort dans cette toile, c'est-à-dire c'est du blanc, du blanc, du blanc, du blanc et du blanc. Et pourtant, c'est une merveille à regarder avec tout ce jeu en fait de différence. Alors bon, au cas où, je pense que vous l'avez compris, mais moi j'aime bien quand même donner des définitions de temps en temps. Voilà, un camailleux en fait, c'est une peinture monochrome qui recourt à un dégradé de valeur d'une même couleur ou teinte et dont les nuances de valeur ou de ton permettent à l'artiste ou au décorateur, en tout cas, de réaliser une image parfaitement compréhensible et donc pas juste un gros aplat de couleurs informes. C'est-à-dire que là, on le voit bien dans la toile de Whistler, c'est pas juste du blanc et puis il y a un visage qui ressort. Dans ce blanc ressort tous les éléments de décor, le vêtement, les tissus, le lys, etc. Donc on est vraiment dans un jeu qui est parfaitement maîtrisé. Alors, on va noter aussi... que cette toile en fait elle présente un peu un côté un peu mystérieux qui en fait distingue Whistler de ses pairs en termes de portraits et quelque part aussi qui le rapproche aussi des pré-raphaélites. Whistler, on l'a déjà dit, c'est un peintre qui s'intéresse au travail des autres, ça n'est pas un peintre qui est totalement enfermé et qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe à côté. Et donc Whistler, il a côtoyé des artistes français, mais il a côtoyé aussi des artistes anglais, et notamment des pré-raphaélites, et il était d'ailleurs l'ami d'Edward Burne-Jones, dont on parlera un jour parce que les pré-raphaélites cœur love paillettes, donc oui, je vous promets qu'un jour on fera un cycle là-dessus. Mais ça le rapproche aussi quelque part un peu des impressionnistes. On a déjà vu ce lien entre Whistler et l'impressionnisme, notamment dans le fait que on s'en fout un peu du sujet en fait. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas du tout qu'on s'en fout, mais le sujet est un prétexte à réaliser une recherche plastique. Voilà, et ça le rapproche de l'impressionnisme en fait. Alors après, autre sujet intéressant dans cette toile,
Évidemment, c'est la référence à la musique dans son titre. Whistler utilise ce côté musical, cette référence musicale dans son titre. Si je vais vous expliquer, j'en ai pour un siècle, je ne sais pas si vous en avez envie, donc je vais passer assez vite là-dessus. Et puis, autre chose qui le rapproche en fait beaucoup des pré-raphaélites, puisqu'on retourne là-dessus, eh bien, c'est la chevelure dénouée et surtout rousse de ce personnage en fait. Et c'est vrai que quelque part, si vous prenez juste ce visage et cette chevelure, vous êtes très très fortement dans quelque chose de très pré-raphaélite. Mais je continue, je m'égare un peu. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour l'artiste, comment dire, le rapport à la musique, il est vraiment là, puisque il a surpris le public en déclarant d'ailleurs que, comme la musique, ses œuvres, elles concernaient uniquement des qualités abstraites telles que la ligne et la couleur, et pas simplement le sujet. Et en fait, la musique, c'est ça. La musique, c'est un agencement de qualités abstraites qui crée une harmonie et qui donne un plaisir en fait à l'oreille. Donc il y a vraiment ce rapport, voilà, j'essaye quand même de vous parler un peu de l'aspect musical puisque j'ai abordé le sujet, donc c'est un peu compliqué de dire tant pis on n'en parle pas. Donc Whistler du coup exprimait son rapport entre la peinture et la musique de cette façon-là. Et puis il revendique aussi son expérimentation plastique, et pas seulement son talent de portraitiste, on en a parlé dans l'épisode numéro 1, vraiment, c'est vraiment ça qui est important pour lui. D'ailleurs on va parler d'autre chose maintenant. Si on veut parler maintenant du côté portrait de cette toile, alors on s'intéresse vraiment non pas à la recherche plastique mais au portrait. Alors ce beau visage là que vous voyez encadré de cette magnifique chevelure rousse, eh bien c'est le visage de Johanna Hyffernan, qui était maîtresse de Whistler, qui a été vraiment sa maîtresse de 1860 à 1866. Donc dès leur rencontre, Johanna, elle devient le modèle favori de Whistler, et puis on l'a compris, plus que son modèle, et on la retrouve aussi par exemple dans la Symphonie en blanc numéro 2, où on retrouve cette touche légère de l'artiste qui réussira à nouveau à faire surgir la lumière de tout ce blanc et de tout ce monochrome. Et d'ailleurs, cette toile, elle est intéressante, hein. Vous regardez la robe de la jeune femme, et notamment le corsage, et vous avez presque l'impression que ça rayonne, en fait. C'est très prenant plastiquement. Mais aussi, cette toile, eh bien, ce sera la dernière avec Johanna Hyffernan. Je parle de la symphonie numéro 2, hein, pas de la numéro 1. Et donc, c'est la dernière qu'il fera avec. Et là, on arrive à la minute cancan, la minute ragot du 19e siècle, puisqu'une fois de temps en temps, je vous en fais une. Eh bien, sachez que cette fameuse Johanna, eh bien, elle s'est permis d'avoir une aventure également avec Gustave Courbet, et que du coup, le couple Whistler-Johanna, eh bien, se sépare en 1866 suite à ça. Et d'ailleurs que, eh bien, du coup, à ce moment-là, Johanna, elle se met à poser beaucoup plus pour son nouvel amant. Et certains critiques ont dit d'ailleurs que c'était elle le modèle du fameux tableau L'origine du monde de Courbet. Mais c'est faux, parce qu'on sait maintenant qui était le modèle de l'origine du monde. Et bien Courbet, en fait, il a représenté la partie intime de Constance Queignaud, qui était une ancienne danseuse de l'opéra, que manifestement il connaissait bien. Voilà, j'arrête avec ma minute cancan 19e siècle et je retourne à ma symphonie en blanc. Alors, les qualités coloristes de Whistler, hein, on le retrouve dans d'autres portraits. Je pense que c'est quand même bien d'en parler aussi un petit peu parce qu'il y en avait d'autres dans l'exposition. Dans l'exposition, vous avez aussi ce très beau portrait dit Harmonie en blanc et bleu, qui est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est un portrait, mais en réalité c'est une recherche esthétique et plastique de la couleur. Donc, vous allez voir aussi dans les premières salles de l'expo que Whistler est vraiment un chef de file, hein, puisqu'il inspire d'autres peintres et en particulier d'autres portraitistes avec cet usage de la lumière et de la couleur. Et vous allez pouvoir admirer, je vais vous montrer rapidement quelques-unes des toiles que vous trouvez et qui sont très intéressantes à rapprocher. Eh bien, vous avez du coup... Vous avez une toile de John Lavery où l'on retrouve vraiment la vibration de la touche au niveau de l'utilisation des teintes blanches dans ce portrait qui s'appelle Miss Helen Lavery, je ne sais pas comment ça se prononce, Lavery probablement. Toujours dans les blancs, vous avez vraiment une référence importante que vous voyez dans ce très beau portrait de Alice Seleux en robe blanche par son mari, donc Paul Césareleu. J'adore Césareleu. On en reparlera un jour, j'avais fait un petit focus très rapide, je peux pas parler tout en même temps, mais on en reparlera.
toujours de Paul Césareleu, vous avez cette espèce de promenade en pleine gamme chromatique, hein, toujours avec ce très beau portrait de Marie-Jeanne Gouzien. Ensuite, on va partir dans du rouge et noir, qui fait plutôt référence donc à la toile que je vous ai déjà montrée et qui s'appelait l'éventail en rouge et noir. Et donc là, vous êtes dans cette gamme colorimétrique vraiment très importante, très, comment dire, beaucoup plus dure, beaucoup plus franche que dans les blancs. Et c'est ce très beau tableau qui s'appelle La Dame en rouge de William Turner Danat, que je trouve aussi vraiment très très joli. Voilà, on a fait un petit tour rapide de ce qu'il y avait donc dans la deuxième salle qui met à l'honneur les disciples de Whistler et donc les whistleristes, dirons-nous. Et on passe à la deuxième œuvre très importante dont j'ai envie de vous parler. Alors mes lapins, je me rends compte que mon épisode focus va être quand même très très long si je parle les deux toiles dont je voulais parler en même temps. Donc je m'arrête pour ce premier focus, ce premier complément sur cette œuvre du coup Symphonie en blanc. Et je revois avec vous dans une semaine. Je vous poste un deuxième petit focus complément sur l'œuvre Arrangement en gris et noir, portrait de la mère de l'artiste, qui est absolument fou. Je viens déjà de l'enregistrer et en fait je me rends compte qu'il fait 20 minutes. Du coup c'est déjà un petit peu long pour un petit focus. Donc je sépare mes deux focus en deux, ce qui fait qu'au final on aura 3 épisodes consacrés à Whistler. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis du coup à très vite pour le prochain épisode.